Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh oui, quoi de neuf? Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je vous avais parlé que j'allais essayer de vous faire un petit peu une explication de la situation concernant les primaires, ou tout du moins l'élection, la campagne présidentielle qui va se dérouler d'ici quelques mois pour accéder au mois de novembre 2020 à l'élection présidentielle américaine, qui est certainement un des événements qui sera des plus importants. Avant de commencer, petit aparté, il y a quelques jours, vous avez vu, il y a deux shootings de masse, comme on les appelle, qui ont eu lieu au Texas à El Paso et Berkeley, je crois, en Ohio. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. À ceci près, c'est que cette fois-ci, les médias ont très très vite relayé plus ou moins le fait que d'essayer de focaliser les gens sur les suprématistes blancs, ces fanatiques d'extrême droite, conservateurs, proches du Ku Klux Klan, des néo-nazis, etc. Tout simplement pour encore une fois de plus essayer de détourner le regard des Américains du réel fond du problème, qui est tout simplement l'accessibilité des armes à feu aux États-Unis et selon des catégories qui, à la limite, dépassent l'entendement. Je rappelle simplement, c'est que la réglementation aux États-Unis sur le port d'armes peut différer d'un État à un autre. Certains États sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus sévères sur l'obtention d'une arme et également sur l'achat de types d'armes. Comme vous avez des États où vous pouvez carrément acheter aussi des armes de guerre, des armes d'assaut, etc. À chaque fois qu'il y a ce genre d'événements tragiques, évidemment, ça revient sur la table d'essayer de trouver une solution, une volonté politique, etc. Sauf que malheureusement, des massacres, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Pour la simple bonne raison, c'est que de toute façon, il n'y a pas de réelle volonté, il y a l'ambition, mais pas la volonté, ni le courage politique d'aller jusqu'au bout des choses, tout simplement parce que le fond du problème, c'est comme le fond d'autres problèmes, c'est Washington. Washington, qui est vérolé, qui est virusé par toute l'influence, par toute la corruption, par tout le lobbying, et y compris le fameux lobbying des empires militaro-industriels, et dont la fameuse association, la fameuse NRA, la National Rifle Association, oui c'est ça, qui a ses influences un peu partout et qui fera toujours en sorte d'éviter que n'importe quel homme politique ou femme politique fasse ou propose une loi qui pourrait être beaucoup plus restrictive concernant les ventes des armes. Donc tant que Washington ne sera pas nettoyé de cette vérole, il n'y aura jamais de réglementation, il n'y aura jamais de loi, si c'était peut-être dans certains États qui renforceront de par eux-mêmes la vente d'armes, mais ça ne résoudra pas le problème. Il y aura toujours des gens qui réussiront à acheter des armes, voire des armes de guerre, et qui tomberont entre les mains de tarés qui un jour décideront de faire un massacre comme il y en a déjà eu dans les écoles, dans les cinémas, dans des malls, dans des églises, pour des raisons aussi diverses et variées d'ailleurs, qui sont vraiment spécifiques à la société américaine. Donc voilà, c'est... là, on est tous dans l'émotion, etc. Ça va retomber, et puis jusqu'au prochain règlement de compte, prochaine tuerie de masse, etc. Où encore, une fois de plus, on reparlera de comment on pourrait éventuellement limiter les ventes des armes, etc. Mais de toute façon, le problème sera jamais résolu. Donc, je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide de la situation et qui apportera peut-être une réponse à ces deux affirmations, tout du moins ces deux questions qui reviennent assez souvent. La première question qui m'est souvent posée par mes amis en France, c'est est-ce que tu penses que Donald Trump a des chances de se faire élire en 2020? Et la réponse est oui, de façon catégorique. Et la deuxième question, c'est pourquoi je dis que les démocrates sont en train de faire exactement les mêmes conneries qu'ils ont fait en 2016. Eh bien, je vais vous l'expliquer pourquoi, et vous allez voir, c'est très très simple. Mais avant, si vous n'êtes pas trop au courant, si vous n'avez pas trop suivi, etc., je pense que c'est nécessaire de faire un petit rappel de la situation actuellement aux États-Unis concernant la période un peu pré-primaire. Je rappelle, les primaires, c'est
l'élection au sein des deux partis du candidat qui prendra la place pour être le candidat présidentiable pour la prochaine campagne présidentielle américaine en 2020. La primaire présidentielle du New Hampshire aura lieu dans moins d'un an et le nombre de candidats à l'élection présidentielle déclarée pour 2020 continue à s'allonger. Pour être inclus dans la liste des candidats, eh bien, il faut avoir au moins collecté minimum 500 000 $ et au 30 juin, la Commission électorale fédérale a déjà établi des chiffres sur ceux qui sont déjà déclarés. Alors on sait déjà que Donald Trump a déjà accumulé 124 millions de dollars pour sa campagne. Au sein des démocrates, on a déjà un chiffre concernant Bernie Sanders qui a accumulé 46 millions de dollars. Elle est suivie par Elizabeth Warren avec 35 millions de dollars. On a également Pete Buttigieg avec 32 millions de dollars, John Delaney 26 millions de dollars, Kamala Harris qui est un challenger assez sérieux, 25 millions de dollars. Joe Biden, pour l'instant, n'est qu'à 22 millions de dollars. Et oui, le pauvre, il est un peu empêtré, mais suivant l'élection qui aura lieu au niveau des primaires, on peut s'attendre à ce que ça change parce que les ténors du Parti démocrate, eux, veulent absolument Joe Biden comme candidat. Je vous fais pas la liste des autres, hein, vous la voyez sur votre écran, hein, vous voyez, et le dernier c'est Tom Steyer qui pour l'instant a accumulé 0. Donc on a déjà approximativement, on a déjà trois candidats prononcés, hein, ces candidats prononcés, qui n'ont pas la somme requise pour être éligibles à une primaire. C'est Mike Gravel et Wen Messam qui ne sont pas dans les starting blocks. Donc voilà, donc au niveau des démocrates, donc ils sont, comptons bien, hein, vous avez Michael Bennet, Joe Biden, Cory Booker, Steve Bullock, Pete Buttigieg, Julian Castro, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kristen Gillibrand, Mike Gravel, Kamala Harris, John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wen Mensen, Seth Moulton, Beto O'Rourke, Tim Ryan, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren, Marianne Williamson et Andrew Yang. Ce qui nous fait un total pour l'instant pour la primaire démocrate en tant que candidat prononcé. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 candidats pour les démocrates. Alors évidemment, d'ici la primaire, il y en a certains qui vont finir par abandonner. C'est le cas par exemple des 3 que je vous ai donnés, hein, qui pour l'instant n'ont pas accumulé suffisamment pour être éligibles. Et parmi les challengers, donc évidemment, on a Joe Biden qui lui est ancien vice-président d'Obama pendant les 2 mandats de ce dernier. Vous avez parmi les challengers, vous avez Steve Bullock qui est un gouverneur démocrate qui a été réélu récemment au sein de, je ne sais plus, oui, je crois que c'est le Montana. Vous avez Tulsi Gabbard qui, lors du dernier débat, s'est un petit peu fait remarquer, on va dire. Hein, elle est représentante d'ailleurs de l'île d'Hawaï, ce qui en fait d'ailleurs une américaine, une femme, et qui plus est, plus ou moins native, on va dire, de l'île. Vous avez Kamala Harris. Alors Kamala Harris, c'est la challenger, on peut dire, qui a encore des cartes à jouer. Harris a annoncé sa campagne présidentielle le jour du Martin Luther King Day, comme on l'appelle ici. Elle est la 2e femme noire à siéger au Sénat américain et elle est également l'ancienne procureure générale de Californie, un État qui organise une primaire plus tôt cette année. Vous avez évidemment, on ne le présente plus, Bernie Sanders, hein, qui était déjà présent en 2016 face à Hillary Clinton. Et vous avez également Elizabeth Warren, qui est une candidate, autrefois qui était réputée pour être une candidate écologiste, mais qui s'est finalement ralliée plus ou moins à un concept plus social-démocrate,
libéral un temps soit peu, mais vous allez voir, je vous expliquais quelques petits trucs qui se sont produits récemment. Donc là, c'est vraiment les plus gros challengers qui sont actuellement en lice. Hein, et je vous rappelle, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, vous avez Buttigieg, Glenay, Kamala Harris et Joe Biden, et la petite Tsuli Gabbard aussi, qui peut éventuellement tirer plus ou moins son épingle du jeu dans les prochains débats et dans les prochaines semaines, lorsque la campagne des primaires va véritablement commencer. Et sinon, du côté des Républicains, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont obligés quand même de supporter le candidat qui prétend à un deuxième mandat, qui est Donald Trump. Il était question éventuellement de présenter une branche dissidente, mais bon, vu que les Républicains sont plutôt fragilisés et que les balances en ce moment entre le Parlement et puis la possession au niveau des postes de gouverneurs dans les États, ils vont pas trop s'amuser à mettre quelqu'un en face de Donald Trump, même si au sein des Républicains, on sait que Donald Trump ne fait pas l'unanimité et ne le faisait pas déjà en 2016. Donc là-dessus, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas comment dire, de polémique à avoir sur le fait que les Républicains vont soutenir Donald Trump. Il y a quand même un petit challenger, mais bon, lui, c'est pareil, c'est un candidat, il est là juste par défaut. C'est Bill Weld. Bill Weld s'était déjà présenté en 2016, mais en tant que libertarien. Alors, les libertariens, c'est un parti un peu marginal. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous regardez sur Internet, hein, sur Google, le Parti libertarien. L'idéologie de base des libertariens, ils sont contre toute autorité, c'est-à-dire ils sont vraiment pour le libéralisme à fond, c'est-à-dire pas d'État, pas de loi, il faut que les choses se fassent par soi-même et gérées de façon intelligente, de façon locale, etc. Ils sont vraiment anti-gouvernemental dans l'idéologie. Sauf que là, cette année, pour essayer de se donner un peu de chance, il va quand même se présenter face à Donald Trump en essayant d'emprunter plus ou moins une étiquette républicaine. Mais voilà, il est vraiment là juste par principe d'être là, en sachant pertinemment de toute façon il ne va pas faire des miracles et il se retirera certainement quelques semaines avant l'élection de la primaire républicaine, pour que justement il n'y en ait pas, pour que justement Donald Trump soit l'unique candidat à sa propre réélection. Il y a eu donc la primaire, les primaires républicaines, les primaires démocrates. La primaire républicaine, donc elle va être réglée, puisqu'il n'y a que Donald Trump, donc il n'y en aura pas. Par contre, chez les démocrates, donc vous avez vu, hein, je vous ai donné un peu le topo, ils sont 24. Donc sur les 24, il y en a 4-5 qui peuvent éventuellement ressortir. Sauf que le problème, c'est qu'on sait que depuis que Joe Biden, qui a fait traîner le suspense pour savoir s'il allait se représenter ou pas, Joe Biden, c'est celui qui a des chances de récolter tout le pactole, c'est-à-dire tout le pactole des soutiens financiers pour la campagne présidentielle. Sauf que le problème, vous avez vu, pour l'instant, il n'a pas cumulé énormément, pas plus que d'ailleurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui sont pour l'instant en pole position de ceux qui ont le plus, pour l'instant, de soutien financier. Sauf que le problème de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren, c'est qu'ils ont des propositions qui sont peut-être un peu trop de gauche, voire certains les accusent d'être un petit peu communistes sur les bords. Donc ça risque de leur porter un petit peu préjudice. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'idée, si vous voulez, si les propositions qu'ils ont sont pas des propositions idiotes. Au contraire, ce sont des propositions intelligentes, ce sont des propositions qui peuvent éventuellement intéresser beaucoup d'Américains. Une des propositions phares, c'est évidemment la création d'une sécurité sociale, d'une assurance sociale universelle, un peu ce qu'on a sur le modèle français. Hein, c'est-à-dire, tout simplement, permettre aux Américains de pouvoir cotiser à une assurance santé fédérale. Sauf qu'évidemment, dans un pays ultralibéral et capitaliste où
c'est bien implanté depuis la fin des années 60, puisque je crois que c'est dans cette époque-là, je crois que c'est Nixon qui avait dérégulé, je crois, le marché de l'assurance santé pour permettre à des sociétés privées de faire du business avec la santé. À partir de là, évidemment, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Euh, Sauf que voilà, le problème c'est que s'ils font ça, c'est la mort des compagnies privées, c'est la mort de toute une économie, tout un pan de l'économie, c'est l'effondrement de dizaines de compagnies privées à travers les États-Unis. Donc ça, économiquement, si vous voulez, c'est pas supportable, c'est pas acceptable. Euh, Même si l'idée est humainement et socialement acceptable, économiquement, elle ne l'est pas du tout à l'échelle des États-Unis. Donc c'est pour ça que ça pose un petit problème. Reste Kamala Harris. Alors Kamala Harris, je vous avouerai très franchement, c'est ma chouchoute, parce que non seulement elle a la gouaille, non seulement elle a une carrière, et en plus de ça, c'est une femme. Qui plus est, une femme, je crois une métisse d'ailleurs. Donc elle pourrait vraiment symboliser vraiment le renouveau du Parti démocrate. Sauf qu'au sein du Parti démocrate, ce qu'on appelle la base, ils sont pas trop pour Kamala Harris, ils sont plutôt pour Joe Biden. Joe Biden, il représente la sécurité, représente voilà un peu ce qu'on a eu en France pendant des années, c'est-à-dire qu'on élisait uniquement des vieux, voilà, des vieux de la vieille, comme dirait l'autre. Sauf que Joe Biden, il a quand même pas mal de casseroles. Il a des casseroles avec son fils, qui est compromis dans une affaire de fraude, je crois. Enfin, voilà, il y a quand même quelques affaires qui traînent au cul de Joe Biden. Le seul problème, c'est que, évidemment, avec l'aide des médias, etc., on va essayer de temporiser. On verra, je pense que ça se jouera de toute façon entre ces quatre personnalités. Euh, j'ai bien peur que malheureusement, si Kamala Harris ou Bernie Sanders ou Elizabeth Warren finissent par véritablement prendre les pôles positions et que Joe Biden se retrouve derrière, eh bien, ça va faire un petit peu comme ce qui s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton. Hillary Clinton, qui était la chouchoute évidemment évidente de la base du Parti démocrate, quand elle a commencé à se faire bousculer pour ses mails, quand elle a commencé à se faire bousculer par Bernie Sanders, qui commençait à grappiller un petit peu de l'électorat progressiste, de l'électorat démocrate, qu'est-ce qui s'est passé? La DNC, ce qu'on appelle la DNC, c'est la Democrat National Convention, lui a foutu les bâtons dans les roues. Voilà, c'est lui faire comprendre que laisse tomber, fais en sorte que ton électorat vote pour Hillary Clinton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un peu, en partie, pas essentiellement, mais en partie la raison pour laquelle Hillary Clinton a perdu. Je rappelle, pour petite information, que si aux États-Unis on avait eu un système de vote par, comment on appelle ça, le suffrage universel, Hillary Clinton était élue, puisque je crois qu'elle avait récolté à peu près 60 580 000 voix, alors que Donald Trump en avait 60 440 ou 480. Donc sur un principe de suffrage universel, Hillary Clinton aurait dû être élu président des États-Unis. Mais sauf qu'aux États-Unis, on ne fonctionne pas comme ça. Aux États-Unis, on fonctionne avec le principe des grands électeurs. C'est-à-dire que sur les 50 États, pour avoir une meilleure répartition de la représentation démographique des États, eh bien, on a instauré ce système des grands électeurs. C'est-à-dire qu'il y a 3, 4 grands électeurs pour les États les plus peuplés et il y en a un ou deux pour les États les moins peuplés. Ce qui fait que, eh bien, chaque élection, vous entendrez très souvent d'ailleurs ce qu'on appelle je ne me souviens plus du nom, mais vous avez quelques États qui sont des États un petit peu essentiels. C'est-à-dire que ce sont des États qui ont le plus de grands électeurs. Alors, parmi ces États, je sais qu'il y a l'Ohio, la Californie, l'un des plus importants et qui d'ailleurs joue énormément un rôle très important dans les élections, c'est la Floride. Celui qui conquiert au moins l'Ohio et la Floride est sûr de gagner. Et c'est pour ça que ce système est un peu vicieux, parce que finalement, sur un suffrage universel, Hillary Clinton aurait pu être élue en 2016, et finalement c'est Donald Trump qui a été élu, puisque c'est lui qui a rapporté le plus de grands électeurs, à l'exception que si dans les grands électeurs, c'est-à-dire que s'il remporte, par exemple, s'il avait remporté la Floride, je ne me souviens plus combien exactement il y a de grands électeurs pour la Floride, mais il peut toujours arriver que parmi ces grands électeurs, certains votent contre.
le candidat qui a remporté l'État. Bon, en général, ça, c'est très rare. En général, les grands électeurs suivent obligatoirement ce que les électeurs ont décidé, parce que, bon, en général, s'il y en a un qui s'amuse à voter à l'encontre de la décision du vote démocratique de l'État, en général, il ne fera pas long feu dans sa carrière politique. Donc, de ce fait, aujourd'hui, la situation, c'est que vous avez un candidat que, je dirais, la plupart des électeurs démocrates ne veulent pas. Tout comme en 2016, beaucoup d'électeurs démocrates ne voulaient pas Hillary Clinton, et pourtant on leur a imposé. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Ce qui s'est passé, c'est que Hillary Clinton a perdu l'élection en partie parce qu'une bonne partie, on estime à peu près un quart de l'électorat démocrate n'a pas voté. On a même des électeurs démocrates qui ont voté Donald Trump par vengeance de ce que la DNC avait fait à Bernie Sanders. Parce que je rappelle, à l'époque, je crois que Bernie Sanders n'avait pas donné de consigne de vote, n'avait pas reporté son électorat sur Hillary Clinton, il avait juste dit, voilà, faites ce que vous voulez, mais moi je ne donne pas de consigne. Par acquis de conscience de s'être fait vraiment flouer par son propre parti. Donc là, on peut dire que pour Bernie Sanders, c'est peut-être une revanche. Mais une revanche qui n'est pas sûre de gagner. Comme je l'ai dit, le risque, c'est que la base de la DNC fasse la même erreur qu'ils ont fait en 2016, c'est-à-dire finalement pousser un candidat qui aura et qui va avoir le pactole, c'est-à-dire le plus gros financement qu'il pourrait recevoir en tant que candidat démocrate à l'élection présidentielle, en sachant que actuellement l'électorat démocrate, on va dire, allez, il y en a au moins la moitié qui ne veulent pas de Joe Biden. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont quand même imposer Joe Biden comme ils ont fait en 2016 avec Hillary Clinton, ou est-ce qu'au contraire, ils vont choisir enfin une voie différente, c'est-à-dire aller vers quelque chose de différent, aller vers quelque chose de novateur. Comme je vous l'ai dit, le problème de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren, ils sont un petit peu trop à gauche, ils ont des idées un peu trop socialistes pour vraiment la culture politique américaine. Donc après, il reste 2-3 candidats, dont parmi eux Kamala Harris, qui, à mon sens, serait la plus logique et la plus censée de pouvoir reconquérir le pouvoir à Washington. Pour terminer, donc voilà, ça va être à suivre, mais j'ai bien peur que malheureusement, c'est pour ça que je dis que les démocrates sont en train de faire exactement la même connerie qu'ils ont fait en 2016, c'est-à-dire de vouloir peut-être imposer Joe Biden à terme, lorsqu'il va y avoir l'élection, lorsqu'il va falloir élire donc le candidat démocrate pour aller à la présidentielle, au détriment des autres candidats qui sont certainement peut-être préféré par peut-être une moitié, voire les 2/3 de l'électorat démocrate. S'ils imposent Joe Biden, oui, c'est ce qui va se passer exactement comme en 2016, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un quart de l'électorat démocrate qui n'ira pas voter. Et ça sera des voix en moins. Et ça sera encore un risque, en effet, et c'est pour ça que je dis que Donald Trump a des chances de se faire réélire, c'est que si les démocrates continuent à être trop conservateurs sur leur façon de voir la politique aux États-Unis et de ne pas profiter justement de cette chair fraîche qu'il y a au sein des différents candidats à la primaire, allez savoir. Donc affaire à suivre pour voir un peu comment ça va se passer. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de... Quoi de neuf ? Portez-vous bien.